En 1898, un capitaine français déporté sur un rocher de l'Atlantique déclenche, à 3000 km de Paris, une réaction en chaîne que personne n'avait prévue. L'affaire Dreyfus va fournir au XXe siècle un mot que tout le monde attribue à Gorbatchev. Faire naître un mouvement politique qui redessinera la carte du Proche-Orient et abîmer l'une des plus solides amitiés de la littérature russe. Elle va surtout montrer que le plus grand moraliste d'Europe regardait ailleurs, pendant que le plus discret de ses cadets tenait bon. En 1894, la condamnation de Dreyfus laisse les Russes indifférents. Tout bascule en février 1898 avec le procès de Zola. Car Zola est l'auteur étranger le plus lu de l'Empire. Il est alors publié depuis des années par les grandes revues de Saint-Pétersbourg. La presse se scinde alors en deux camps. D'un côté, le Novoye Vremia de Souvorine dénonce un syndicat juif de la trahison. De l'autre, les revues libérales soutiennent Zola dès la première heure. Comprenez ce que les Russes aperçoivent dans ce miroir. Depuis 1881, leur propre empire enchaîne les pogroms, les lois discriminatoires, les quotas scolaires. 2 millions de juifs quitteront la Russie avant 1914. Quand l'intelligentsia débat de la France, elle parle d'elle-même à voix couverte. Le premier grand écrivain à s'exprimer publiquement est Tolstoï. On attend le prophète, l'homme qui écrira bientôt Résurrection, la conscience morale de l'Europe entière. Interrogé par le journal Courrier, il salue le courage de Zola, puis il recule. L'affaire lui paraît trop lointaine pour que l'on puisse quoi que ce soit quand la Russie regorge d'injustices comparables. Et il lâche cette phrase « Je ne connais pas Dreyfus, mais je connais beaucoup de Dreyfus qui tous étaient coupables ». Puis aussitôt il ajoute qu'il a connu également une foule de gens honnêtes et admirables. Le juriste Vladimirov lui répond en substance qu'on ne rationne pas ainsi la compassion humaine. Au fond, le géant moral du siècle a refusé de s'intéresser à Dreyfus. Pendant ce temps, à Nice, un tuberculeux de 38 ans fait exactement l'inverse. Tchekhov refuse de se fier au compte-rendu de la presse. Il se procure les minutes sténographiques du procès, les lit lui-même ligne à ligne en constatant que ce document dit tout autre chose que les journaux. Puis il écrit à Souvorine, son éditeur, son ami de 20 ans, son compagnon de pêche, un petit-fils de serf comme lui, qui démonte une à une les accusations de son journal. Et il pose alors une phrase qui reste aujourd'hui encore l'une des plus exigeantes formulées sur le métier d'écrivain. Dreyfus serait-il coupable? Zola a raison quand même, puisque le devoir de l'écrivain consiste à défendre même les coupables une fois qu'ils sont condamnés et qu'ils subissent leur peine. L'amitié entre les deux hommes s'en trouvera fortement affectée. Tchekhov s'éloigne du journal qui a fait sa carrière. Les lettres à Souvorine s'espacent et celles qui lui parviennent de Pétersbourg sont si douloureuses qu'il les dira écrites depuis l'enfer. Ils n'auront pourtant jamais tout à fait, ce qui rend l'histoire plus triste qu'une rupture franche. Les journaux russes célèbrent alors la glasnost française, cette publicité des débats qui a permis à la vérité de sortir. Si le mot vous paraît familier, c'est parce que Gorbatchev le reprendra 87 ans plus tard. Il circulait déjà comme mot d'ordre contre la censure tsariste. Débattre de Dreyfus permettait de revendiquer la liberté de la presse sans se faire interdire. Certains dépassèrent toutefois cette critique intérieure. Le sénateur Zakrevski réclama publiquement le boycott de l'exposition universelle de Paris. À Vienne, un journaliste présent lors de la dégradation de Dreyfus tire de la scène une conclusion radicale. L'assimilation des Juifs européens restera une illusion. Et Théodore Herzl fondera alors le sionisme politique. Mais le boomerang revient. En 1911, à Kiev, un ouvrier juif nommé Mendel Bellis est accusé de meurtre rituel. Cette fois, ce sont les journaux français qui s'indignent, réclament la vérité et invoquent Zola. 13 ans plus tôt, la Russie scrutait la France. Désormais, la France scrute la Russie avec la grille de lecture née de l'affaire Dreyfus. Tchekhov avait tout compris dès février 1898. Quand quelque chose ne va pas chez nous, écrivait-il, nous en cherchons la cause hors de nous et nous la trouvons aussitôt. Le capital, les francs-maçons, le syndicat, les jésuites. Autant d'épouvantail, disait-il, mais comme il soulage notre inquiétude. Chaque pays a regardé l'affaire Dreyfus et y a reconnu son propre visage. Nos épouvantails ont changé de nom depuis. Tchekhov, lui, avait lu les minutes. Dites-moi en commentaire si vous saviez tout cela sur l'affaire Dreyfus et son retentissement en Russie. Et si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous.